Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Il est 8h48, on est ravis de vous retrouver bien entendu comme chaque jour, 0826 300 300 vos appels puisque ce sont les grands débats du matin et ce matin avec nos éditorialistes. Christine Bouillot est avec nous, Françoise Degois, vos appels, Éric Revel sera avec nous juste après 9h et on va revenir sur nos questions du jour. On va parler du pass vaccinal. Au vu de la décrue de l'épidémie, faut-il accélérer la fin du pass vaccinal? Pour l'instant, vous nous dites que c'est plutôt une bonne idée à 96%. Et puis on va revenir aussi sur la dette publique et avec cette question aussi que l'on vous pose depuis ce matin, est-ce que cela vous inquiète? Vous dites oui à 84%. Oui, alors Christine Bouillot aussi est avec nous avant de vous retrouver au 0826 300 300 parce que hier il y avait l'annonce de la conquête spatiale. C'est pas pour l'Elysée, mais quoique d'Emmanuel Macron qui était en fait à Toulouse. La France est à la manœuvre. On a l'impression qu'Emmanuel Macron il est à la manœuvre en fait pour tout en ce moment, mais là aussi pour annoncer des bonnes nouvelles ou pas sur la conquête spatiale plus précisément dans la ville de Toulouse, Christine. Disons que la France qui préside l'Union européenne peut afficher effectivement un accord quand même historique et surtout politique concernant pas cette conquête spatiale mais tout simplement la souveraineté européenne en matière spatiale. Donc ce qui a été annoncé hier est important puisque un accord a été trouvé pour lancer d'ici 2024. C'est-à-dire dans 2 ans, ces 250 satellites qui permettront cette constellation de satellites qui seront propres à l'Europe et qui éviteront donc aux services à la fois civils et militaires qui ont besoin de cette constellation, de passer par les Chinois, par les Américains, par les États de pays étrangers qui aujourd'hui ont déjà installé et même des services privés puisque Elon Musk lui a prévu, je vous le rappelle, d'installer 42 000 satellites pour avoir son propre réseau Internet et c'est un enjeu aujourd'hui qui se passe du côté européen, du côté de l'espace. C'est un domaine infini. Ouais. Il y a de l'espace pour tout le monde, mais les fréquences, elles ne le sont pas pour tous. C'est le premier arrivé, premier servi. Donc il faut que l'Europe ne refasse pas le même schéma et le même, on va dire, fiasco que ce service Galileo en installant au plus vite ces satellites, ces 250 satellites pour avoir sa propre fréquence Internet, pour avoir souveraineté complète en cas et besoin. Oui, c'est ça, qu'on ne bloque pas. C'est-à-dire que les Chinois nous ferment pas, les Américains nous verrouillent pas non plus, ou les Russes, et que nous, les Européens, on soit capables d'avoir nos systèmes. Parce que c'est tout ce qui se joue dans les 10 ans qui viennent, évidemment, Christine. Tout ça va être piloté de Toulouse. C'est la raison pour laquelle Emmanuel Macron était là hier. Tout ça va être piloté de Toulouse. L'OTAN du spatial va s'installer dans quelques semaines, dans quelques mois sur Toulouse. Toulouse, c'est aussi le siège de Airbus Aerospace. Je fais une petite aparté au passage. Airbus qui affiche ce matin des bénéfices records qu'ils n'ont jamais connus. Donc c'est quand même assez étonnant. Mais Airbus Aerospace, je fais une aparté, c'est dans l'avion, la partie aviation. Oui, c'est ça. Il y a Thales également, puisque ça concerne aussi toute la partie. Il y a 32 000 emplois hautement qualifiés en France qui tournent autour du spatial. Et ces satellites seront très vraisemblablement assemblés à Toulouse. Donc effectivement pour tout l'écosystème de la région, c'est une plutôt bonne nouvelle. Il y a eu également un autre dossier qui a été lancé, alors qui est moins facile d'accorder les 27 pays européens, c'est celui de la question des vols habités. Il y a eu un tour de force hier puisque les astronautes avaient envoyé, on va dire, un porte-parole, l'astronaute italien Luca Parmitano qui est venu dire combien il était important que l'Europe puisse elle aussi compter ses vols habités. Ariane 6, c'était déjà dans les tuyaux, donc ça a été confirmé. Et puis également, l'Europe souhaite faire partie de ceux qui décident qui fait le ménage. Je vous rappelle, il y a des milliers de satellites qui ne fonctionnent plus. C'est une autoroute qui aujourd'hui commence à être un peu encombrée et il faudrait savoir comment faire pour s'en débarrasser. Pour nettoyer. Nettoyer un peu tout ça. C'est vrai qu'on envoie dans l'espace des satellites et ensuite quand ils ne sont plus valides, il faut savoir ce que l'on va en faire, quoi. En tout cas, c'est intéressant. C'est assez technique évidemment, mais c'est intéressant pour notre souveraineté et notamment pour pouvoir disposer de télécommunications et de bien d'autres de moyens, puisqu'on dit que évidemment demain l'avenir il passe par l'espace, quoi, à tous les niveaux, y compris pour aller chercher de l'énergie. Vous savez quand même, pas sur le plan politique, et je rajoute à Christine
Christine, ça n'a pas grand-chose à voir avec hier, mais ça va dans le sens de ce que vous dites de l'acte fort politique. Le plus grand souci aujourd'hui des Occidentaux, c'est de voir la Russie et la Chine faire programme commun, programme lunaire commun, programme martien commun. Donc voilà, c'est plus la Lune notre horizon, c'est Mars. Et c'est vrai que il y a la Chine et la Russie qui votent ensemble au Conseil de sécurité, qui maintenant s'accordent sur les programmes spatiaux, alors que la Russie a toujours été le pionnier. Il y a quelque chose là, mais d'un changement et de bascule du monde. Est-ce qu'il faut en avoir peur? Je suis pas sûr. Oui, et puis alors je ne sais pas, mais en revanche, et utiliser toutes les technologies qu'on peut développer, que ce soit à Toulouse ou ailleurs. Il y a beaucoup. Je discutais ces derniers jours avec beaucoup d'entrepreneurs, de personnes qui travaillent dans l'innovation, qui me disent on a des techniques exceptionnelles, pas forcément dans l'aérospatial, mais sur un tas d'autres choses, et on a du mal à les exploiter nous-mêmes en France. Bien souvent, on est racheté par des Américains, des Canadiens, ou financé par d'autres, et jamais en France. Il y a quand même un problème en France et en Europe, mais pour et en précision, l'Europe est championne du monde de l'observation et de l'exploitation des données de l'espace sur le climat. Il faut que ça le reste, parce que c'est un enjeu aussi, si vous voulez savoir exactement ce qui est en train de se passer sur des pays qui polluent, des gros pollueurs mondiaux, si vous voulez le savoir exactement, il vous faut de l'observation spatiale, et que comme ça que vous le savez. Donc ça, c'est un des enjeux. Deuxième enjeu dans ce dossier-là, attention, c'est le financement. Là, hier, on a donné l'impulsion politique. Maintenant, il faut que les États mettent de l'argent sur le spatial. Je rappelle les enjeux. C'est 40 milliards donnés par les Américains, par les États-Unis, 8 milliards seulement pour la partie européenne. Donc on voit bien le delta qu'il y a entre les deux. Donc il faut que maintenant les États mettent au pot. Et ça sera lors de l'Assemblée générale de l'Agence spatiale européenne. Et ça sera en fin d'année. Donc il y a encore plusieurs mois de tractation. Et en plus de ça, il y aura une élection présidentielle de la France qui est un des gros pourvoyeurs à la clé. Et pendant ce temps-là, il y a plein de gens qui n'ont toujours pas d'Internet. Voilà. C'est ça. Et il y a des gens quand même qui nous appellent pour réagir à l'actualité. Merci Christine. Vous pouvez rester avec nous. 0826 sur notamment le pass vaccinal. Absolument. Lionel qui nous appelle de Grasse. Bonjour Lionel. Oui, bonjour à toute l'équipe. Bonjour. Sur le pass vaccinal, est-ce qu'il faut accélérer la fin du pass vaccinal? Vous avez vu que Delfrécy ce matin dans le journal Le Parisien, il dit cette fois-ci, on peut l'envisager pour la fin mars. Bon, ça veut dire que si on peut l'envisager pour la fin mars, que tout le monde s'est parlé là. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que Delfrécy déjà, il dit ce qu'on lui dit de dire déjà pour commencer. Voilà. Donc ça étant posé, Macron, on peut pas lui enlever non plus que c'est quand même un génie de la politique. On en a eu beaucoup, des mecs quand même un petit peu rotors et qui savaient naviguer à vue. Quand il s'est présenté le premier coup, il a laminé la gauche, il a laminé la droite. Il s'est présenté là concrètement, il a toujours pas déclaré sa candidature. Il arrive comme une fleur en grand sauveur. Alors moi, je m'agenouille devant notre libérateur qui va enfin nous libérer de ce passe vaccinal et de ce vaccin pile avant les élections. C'est vraiment magnifique. Moi, je pense quand même qu'il nous prend un peu pour des jambons. Le Danemark là lève toutes les barrières. En Europe, c'est un petit peu partout. En Allemagne aussi. Il est temps que ça s'arrête quoi. Omicron, on se rend bien compte que c'est quand même extrêmement léger. Le virus est sur le déclin complet. On a encore quelques personnes qui surfent sur la vague de la peur en disant oui, mais on n'est pas à l'abri d'un variant encore plus mortel. Oui, bon, écoutez, on verra quand on y sera. Oui, sinon effectivement, on n'en sortira jamais. Sinon, bien sûr. On n'en sortira jamais. Donc il arrive un moment. Donc par contre, le timing est juste parfait. Notre grand libérateur va enfin apposer sa main bénie sur nous. Donc voilà, timing parfait pour les élections. Encore une fois, c'est de la grande politique techniquement. C'est du grand. Voilà, moi je peux pas lui enlever ça. Je lui enlève beaucoup de choses, mais ça je peux pas lui enlever. Il est très fort et voilà. Et il est temps effectivement de sortir de ce marasme, de toutes ces restrictions et de toutes ces et du pack complet quoi. Mais il faut enlever complètement le truc. Par contre, je sais pas si vous avez vu, mais dans les infos, que ce soit Delfrécy ou que ce soit d'autres politiques, on dit que il serait enlevé. Donc je crois que c'est Véran, il serait enlevé provisoirement, voilà, et il est pas inimaginable qu'il soit remis, vous comprenez, en septembre. Donc en fait, en gros, il l'enlève pour les élections et il est pensable que ça revienne quand même aux horizons de l'hiver, de l'automne, de l'hiver. Ils nous prennent vraiment pour des jambons jusqu'au bout. Quoi. Là, on est bon. Merci Lionel. Allez, dans un instant, on reviendra sur ce pass vaccinal et sur d'autres sujets dans l'actualité, et puis les changements de camp là, aussi en politique, et puis la dette. Est-ce que c'est inquiétant ou
pas, dans les grands débats du matin. Françoise Degois, Éric Revel et vous, Christine Bouillot est toujours avec nous. Et puis il y a vous, 0826 300 300. Vous pouvez réagir. Que pensez-vous justement, par exemple, de Ségolène qui passe chez Mélenchon ou Nicolas Bay qui passe chez Zemmour? Voilà. 0826 300 300. À tout de suite. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. 9h04, Rebelle en campagne. Sud Radio présidentielle 2022. Et c'est avec Éric Revel, bien sûr. Bonjour Éric. Bonjour Cécile, bonjour Patrick, oui. Bonjour Françoise. Avec Éric, eh bien, ce rapport annuel de la Cour des comptes très attendu. Oui, alors 2 ans après le déclenchement de la crise sanitaire, Patrick, ce rapport de la Cour des comptes, présidé par Pierre Moscovici, ancien ministre des Finances socialistes, était attendu, notamment sur la question de l'endettement, je vais vous en parler, mais sur 700 pages. Ce rapport aborde plein de sujets. Les fraudes aussi, au quoi qu'il en coûte, je vais en dire 2 mots. Il parle de l'emploi des jeunes, de la réforme des retraites qui est inachevée. Bref, tout ce rapport annuel en fait est centré autour d'une idée. La gestion d'Emmanuel Macron et de son gouvernement n'est pas terrible. Le rapport dit, en gros, c'est la ligne, manque d'anticipation, même si la réactivité a été bonne. Bon, c'est un rapport aussi politique. Manque d'anticipation, c'est-à-dire qu'on n'a pas anticipé, ce gouvernement n'a pas anticipé, mais il aurait su réagir à temps. Alors, sur la question de l'endettement, on l'a souvent dit, on n'a pas attendu le rapport de la Cour des comptes. Il y a un vrai problème avec l'endettement dans ce pays. 2 900 milliards d'euros de dette, c'est énorme. Une partie est due au quoi qu'il en coûte, financé par l'accroissement du déficit public, mais il y a une partie également qui n'est pas due du tout à ça, qui est due à une politique dispendieuse menée par le gouvernement de Jean Castex ou d'Édouard Philippe. À propos d'endettement, Patrick, la France est aujourd'hui l'un des pays les plus endettés d'Europe. On est dans le même paquet que l'Espagne ou que l'Italie. Vous voyez, on n'est plus dans la vertu budgétaire. La Cour des comptes, d'ailleurs, ne croit pas du tout à la sincérité budgétaire de ce qu'on appelle la trajectoire budgétaire pour 2027. Le gouvernement, Bruno Le Maire affirme qu'on sera de retour sur les 3% de déficit PIB en 2027. La Cour des comptes dit non, vous y arriverez pas. Et comme le disait Benjamin Ingles tout à l'heure, on cherche 9 milliards d'euros d'économies supplémentaires pour arriver à cette trajectoire. Eh ben, bon courage, parce que la Cour des comptes, d'ailleurs, dit il faut faire des économies budgétaires, mais on ne sait pas où et on ne sait pas exactement comment. Oui, et alors dans la rubrique du quoi qu'il en coûte, justement, pour amortir la fameuse crise sanitaire, la Cour des comptes évoque des fraudes, des fraudes. Mais oui, alors c'est ça. Alors je ne vais pas vous dire que c'est incroyable, il y a toujours des petits malins qui passent au travers des mailles du filet, mais effectivement, la Cour des comptes consacre pas mal de pages sur ces aides indûment touchées. Certains ont bénéficié d'effets d'aubaine. Vous savez, c'est toucher plus avec les mesures financières d'accompagnement de la crise financière que votre activité générait. Alors il y a des secteurs qui sont pointés du doigt, la restauration, mais il y a aussi certaines stations de ski qui auraient bénéficié d'aides sans contrepartie. Alors, la Cour des comptes ne dit pas rendez la monnaie, rendez l'argent, mais elle pointe quand même cette idée qu'au moment où la nation fait preuve d'une grande solidarité financière, il y a des petits malins qui sont passés au travers des mailles du filet, encore une fois. Bon, et on parle aussi, je crois, dans ce rapport de l'emploi des jeunes et l'accompagnement des étudiants. Ah oui, alors il y a plein de sujets un peu annexes qui montrent bien que la Cour des comptes s'est intéressée évidemment à ce qui nous est arrivé, la crise sanitaire. Emploi des jeunes, bon, c'est pas d'une grande originalité, mais elle dit, la Cour des comptes, plus d'apprentissage. Elle estime que les aides aux étudiants qui ont été en difficulté pendant la crise sanitaire, que ces aides n'étaient pas à la hauteur. Elle aborde aussi le sujet tellement d'actualité des EHPAD. Elle demande à ce qu'on intègre mieux les maisons des seniors dans un service de santé revu avec les ARS. Et évidemment, elle a aussi des critiques acerbes. Je pense à la critique sur les retraites, parce que la réforme du système des retraites est indispensable, dit la Cour des comptes de Pierre Moscovici, mais pour l'instant, elle est restée en jachère totale. Alors, je ne sais pas si le président Macron, qui est un jour à Toulouse sur le sommet de l'espace européen, un autre jour à Moscou sur la question ukrainienne, un troisième jour à Belfort pour relancer la filière nucléaire. Je ne sais pas s'il aura le temps de se pencher sur ce rapport, mais il faut que le candidat Macron le regarde de près, parce qu'avant de faire des promesses, il faudra qu'il sache si elles sont finançables ou pas.
La dette, est-ce que c'est inquiétant, Françoise Degois? Ce qui est le plus inquiétant, vous savez, je pense, moi j'adore la politique, je serais plutôt sur la ligne de Mitterrand quand Rocard venait l'interpeller avec son addition et sa calculatrice, il disait l'intendance suivra. Je suis quand même sidéré de cette vision très romantique de toutes les présidentielles finalement, où tous les candidats sont assez irraisonnables. Aujourd'hui, ce serait déraisonnable pour n'importe quel candidat de rentrer en campagne et de parler de la dette. En revanche, je me souviens qu'en 2007, c'était le sujet principal de campagne de François Bayrou, qui a fait un très bon score au premier tour, celui de Ségolène Royal. Elle ouvre le meeting de Villepinte avec un long déroulé, ça dure plus d'une demi-heure sur la dette, et Nicolas Sarkozy aussi. Donc ça veut dire que aujourd'hui, finalement, j'ai pas envie de dire que c'était mieux hier, je veux dire que globalement, les candidats à une présidentielle dans cette 5e sont très romantiques et romanesques. Le seul qui a osé parler de la dette et de l'argent et de la raison, ben finalement, c'était Raymond Barre, et on voit comment ça s'est terminé. Les Français sont assez paradoxaux, c'est-à-dire qu'ils veulent des gens qui gèrent avec sérieux, mais en même temps, dans une présidentielle, ils n'ont pas forcément envie d'entendre que les impôts vont forcément augmenter, qu'il faut réduire la dette de façon... Ils ne veulent pas entendre ça. Et d'ailleurs, c'est tellement vrai que François Fillon, qui faisait la course en tête avant son accident de campagne, François Fillon, en fait, avait commencé déjà à baisser parce que lui-même était rentré dans un catalogue extrêmement austère, notamment sur les soins de santé, etc. Il avait commencé à baisser en rentrant dans le dur sur ces sujets-là. Les Français sont oxymoriques et paradoxaux. Ils veulent des dirigeants qui gèrent bien, et en même temps, dans une présidentielle, ils n'ont pas envie d'entendre des candidats qui leur parlent de ces sujets-là. Il y a eu une exception, je le dis, c'est 2007 avec François Bayrou et Ségolène Royal. On a posé cette question ce matin sur les réseaux sociaux. Hein. Donc, il y a moins de votes. D'ailleurs, il y a moins de votes, moins de réactions que sur d'autres sujets, hein, quand on aborde la dette. Parce que c'est un sujet aussi plus dur, plus aride. Il faut dire les choses, mais en même temps, il faut en parler. Hein. C'est toujours embêtant de parler de sa dette. On a une façon de faire la politique en France qui est romanesque, romantique, mais voilà. Qu'est-ce qui en se tout dit, cas, à la Cécile? question de savoir si cette dette vous inquiète, vous répondez oui en majorité à 85%, avec Corinne qui nous dit la dette, le dernier budget en équilibre date de 76, donc ça fait 45 ans qu'on dépense l'argent qu'on n'a pas. Mitterrand a créé l'assistanat, a fait exploser le nombre des fonctionnaires, et les autres ont continué sur leur lancée par électoralisme. Oui, Éric Revel. Oui, alors il y a ce que soulignait Françoise, qui est très juste, mais il y a un contexte qu'il faut additionner et qui rend cette question de dette encore plus difficile à aborder pour un homme politique aujourd'hui. C'est que on a anesthésié les Français avec l'idée que l'argent était magique. Ouais. Donc vous pouvez pas à la fois dire aux Français on vous paye quoi qu'il en coûte, quoi qu'il arrive, ne vous inquiétez pas, et tant mieux qu'il y ait eu des amortisseurs sociaux. Ouais. Et ensuite les sensibiliser sur le fait que toute cette dette accumulée est un périlleux saut dans l'inconnu pour le pays. C'est pas possible. Il y a une sorte d'incohérence. Alors, en plus, c'est vrai que la question de la dette, elle a jamais été bankable en termes de vote dans ce pays. Si vous voulez, un type, une femme politique qui ferait toute sa campagne en disant on va dans le mur de la dette. Oui. Ben voilà le résultat. Il y en a eu. Tu vois qu'il en fait, on a beaucoup parfois parlé, mais on n'a pas trouvé beaucoup de solutions. Moi, j'attire l'attention quand même sur une chose. Ouais. C'est que là, on verra ce qui va se passer. Le pire n'est jamais certain, mais quand vous entendez Christine Lagarde, la présidente de la Banque Centrale Européenne, qui siffle la fin de la cour de récréation en disant attention, les taux d'intérêt vont remonter. Il faut que les gens comprennent bien que les taux d'intérêt, c'est pas seulement les taux à la consommation ou les taux pour son crédit immobilier. C'est aussi les taux qu'un État paye sur le service de sa dette, sur les agios, sur ce qu'il doit rembourser tous les ans sans payer le capital. Mais si les taux augmentent, mécaniquement, on va avoir un service de la dette qui va augmenter. Or, aujourd'hui, rien ce qu'on paye en agio de la dette, ça représente plus que ce que l'État collecte sur l'impôt sur le revenu. Vous vous rendez compte ? Donc, on ne peut pas investir et payer le service de la dette. On ne peut pas continuer à s'endetter. Moi, je trouvais complètement aberrant ce discours en disant, bah oui, mais finalement, la dette, non, mais il y en a beaucoup moins parce que on paye moins, parce que évidemment les taux sont très bas. Donc, il y a eu ce discours pendant un petit bout de temps. Mais la dette, malgré Patrick, tout... honnêtement, la dette, c'est complètement abstrait, à part, évidemment, pour les spécialistes d'économie. Eric est un journaliste économique à la base, il a fait des études d'économie à Nanterre. Ok, très bien. Mais et en Sorbonne. Mais Sorbonne, mais on Nanterre. mais moi je veux dire, la dette, c'est abstrait pour les gens. Il est de bon ton de les dire gens, oh là ils là. savent quand ils ont une dette. Un ménage qui a 50 000 euros de dette, il sait bien qu'il a 50 000 euros de dette et que ça peut pas continuer. Un État fait mine de ne pas le savoir. Est-ce que je peux continuer ? Je suis absolument d'accord. Elisabeth Lévy. Non, pas du tout. Mais je suis absolument d'accord avec ce que vous dites. La dette,
fait, ça n'est concret que quand ça nous concerne nous. Là, on parle d'un État. Nous sommes, et moi je trouve que c'est heureux, nous sommes dans une logique dans ce pays, la France, d'un État, de la stratégie de l'État-providence. La France n'a pas été la seule à faire whatever it takes. On n'a pas été les seuls à faire l'État-providence. L'Italie a fait ça, l'Espagne a fait ça, l'Allemagne a fait ça. Donc, nous sommes dans ces vieilles démocraties européennes, nous sommes dans l'idée de l'État-providence, nous sommes dans le colbertisme plutôt, je parle sous votre contrôle, nous sommes dans l'État qui s'engage, l'État stratège, donc chacun se dit, il n'y a pas péril à la demeure. En gros, je vais vous la faire courte, hein. Tant que les distributeurs continueront avec votre carte bleue à vous donner de l'argent, je peux vous dire que les Français n'auront pas le sentiment qu'ils sont dans une crise apocalyptique, car la France... Certains qui disent on va effacer cette dette, Éric Revel. Non, pour l'instant, Jean-Luc Mélenchon le dit. Avec la souveraineté, mais pas simplement, à droite aussi. Ça a beau être le vote utile à gauche depuis hier soir, d'après Ségolène Royal, Jean-Luc Mélenchon, pardonnez-moi, mais il aborde des sujets qu'il maîtrise mal. C'est pas lui qui décidera d'effacer la dette. Vous lui aviez posé la question d'ailleurs dans une émission télé. Mais ce qu'on peut dire quand même, c'est que là où on a peut-être paradoxalement, et sans cynisme aucun, une espèce de poids dans le système, c'est que évidemment, si la France faisait défaut sur sa dette, c'est l'ensemble de l'Europe qui en pâtirait et l'euro qui disparaîtrait. Donc, je pense qu'on tient par la barbichette un certain nombre de politiques, y compris en Allemagne, avec le nouveau chancelier. Parce que si les Allemands nous imposent une nouvelle rigueur budgétaire à la fin 2022, puisque les critères de Maastricht sont gelés jusqu'à la fin de cette année, on lui dira au chancelier allemand sans doute, cher ami, vous n'avez pas voulu qu'on sorte les dépenses de défense de nos calculs, vous n'avez pas voulu qu'on sorte les dépenses de crise sanitaire. Écoutez, si on fait défaut, vous allez être obligé de vous passer de l'euro parce que la deuxième économie européenne, la France, vous ne pouvez pas vous en passer. Donc on tient un peu les gens comme ça. Mais la grande différence, Patrick, j'insiste, c'est que la dette française, elle n'est pas détenue comme au Japon par les ménages japonais. Elle est détenue par des marchés financiers étrangers qui eux, ce qu'ils veulent, c'est qu'on les rembourse. Ou qu'on leur dise qu'on va les rembourser parce que sinon ils ne nous prêteront plus. Donc l'État-providence, il y a Marc qui nous dit par exemple, à la différence justement des Japonais, ce que vous avez dit, où c'est eux qui détiennent leur dette, ou même des Italiens. Je pensais que les Italiens aussi, c'est eux-mêmes qui détiennent leur propre dette. Contrairement, il me semblait que c'était aussi les marchés. L'Allemagne, je suis d'accord avec Éric sur l'idée que l'Allemagne ne peut pas. D'ailleurs, chaque fois qu'on a fait fléchir Angela Merkel, c'est parce qu'à un moment donné, Angela Merkel a compris qu'elle ne pouvait pas être la femme la plus riche du cimetière. C'est-à-dire que l'Allemagne ne peut pas être le pays le plus riche du cimetière. Donc on se tient un peu comme ça. Après, on ne va pas recommencer l'idée générale, on va pas recommencer avec les critères de Maastricht. Vous savez très bien, Eric, vous connaissez l'histoire des 3%, comment ils se sont créés dans un bureau de Mitterrand, combien on met, allez hop, on met 3%. Enfin, en gros, je caricature, mais si vous voulez, finalement, ces critères extrêmement stricts nous ont amené des désastres démocratiques également. Vous savez, en Italie, là, bien sûr, Super Mario est revenu, mais on oublie quand même par quoi sont passés les Italiens quand il a fallu réduire de 10% les retraites. Mais d'accord, mais c'est quand même un président socialiste. Moi, j'étais à la signature des accords de Maastricht. Je sais. Au fin fond des Pays-Bas, c'est quand même François Mitterrand qui a signé les accords de Maastricht. Donc la rigueur budgétaire et l'austérité budgétaire, c'est un président de gauche qui l'a mis sur la table en France. Éric, c'est pas lui, c'est lui qui l'a mis sur la table avec Philippe Seguin qui l'a tordre le bras. Mais non, mais vous savez très bien que ce critère de 3% a été un peu évalué, j'exagère. Vous savez très bien que ça a été fait un peu au doigt mouillé. Sauf que ce 3%-là, finalement, est devenu tellement puissant et tellement symbolique et tellement intégré. Et finalement, maintenant, il a explosé en plein vol. On l'a désintégré. Je vois pas comment on pourrait le remettre. Ce 3%-là a amené aussi des désastres démocratiques. Donc il faut savoir. Il y a aussi le critère de dette PIB, normalement, qui doit être à 60%. On est à 120%. Je sais ça, vous avez raison. Allez, vous le répétez non-stop et vous avez raison. On poursuit les grands débats du matin dans un instant. Bien sûr, au 0826 300 300, vous voulez faire partie de ce débat animé ce matin avec Christine Bouillot et toujours avec Éric Revel et Françoise Degois. On vous attend au standard et on parlera à 9h30 des SDF ce matin. Mais sur les questions où là vous pouvez réagir sur la fin du pass vaccinal, est-ce qu'il faut l'accélérer? Vous dites oui majoritairement sur les réseaux sociaux. Eh bien appelez-nous et donnez-nous vos explications, vos arguments. Il y a la Casgel qui dit par exemple, je ne vois pas comment vous pouvez considérer que la suppression d'une mesure idiote sur le plan sanitaire est une bonne idée.
Ah oui, alors ça c'est une bonne réflexion bien, de plein d'ironies. C'est la double négation. Oui, et puis par ailleurs aussi, donc réagissez sur ce sujet. On vous attend, vous avez la parole. Parlons vrai sur Sud Radio. De même que ce qui est en train de se passer. Nicolas Bay qui passe vraiment cette fois-ci, c'est définitif dans le camp de Reconquête. Est-ce que ça va affaiblir Marine Le Pen? Et puis de l'autre côté, quand même, ce qui se passe à gauche, est-ce que Ségolène Royal, à quoi ça ressemble? Est-ce que c'est de la trahison? Est-ce que c'est de l'opportunisme? Est-ce que c'est du pragmatisme en apportant son soutien à Jean-Luc Mélenchon? Oui, la conviction. Vous nous appelez surtout, 0826 300 300. À tout de suite. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Il est 9h21, la suite des grands débats. Françoise Degois et Eric Revel, vos appels 0826 300 300. Beaucoup de changements effectivement dans les prises de position des politiques, avec Nicolas Bay qui part chez Reconquête, chez Éric Zemmour, avec Ségolène Royal qui décide de soutenir Jean-Luc Mélenchon. Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous pensez que ce sont des bonnes choses? Est-ce que vous pensez que ça va déstabiliser les partis? Vos appels, on vous attend tout de suite au standard. Oui, on vous attend parce que il ne reste que quelques minutes avant de passer à notre grand débat autour du zéro SDF. Vous vous souvenez, le zéro SDF, il y en a 300 000 encore dans les rues aujourd'hui. Françoise Degois, comment on peut interpréter donc ce soutien de Ségolène Royal à Jean-Luc Mélenchon? C'est assez logique. Ségolène Royal et Jean-Luc Mélenchon, de toute façon, viennent d'un même giron. Le troisième est au Conseil constitutionnel. Ils viennent de Mitterrand. Ce sont les enfants de François Mitterrand. Et c'est vrai qu'ils se sont beaucoup chamaillés à l'époque de la primaire en 2006, mais ils se sont souvent retrouvés sur les luttes, notamment en 2010 dans les grandes manifs. Donc il n'y a rien d'étonnant. Il y a une vraie proximité sur certains points entre Ségolène Royal et Jean-Luc Mélenchon. Je lisais déjà la perfidie qui commence sur Twitter avec un certain nombre d'éditorialistes qui relayent l'idée que Ségolène Royal viserait un poste de sénateur. Je pense surtout qu'elle a dit, elle a parlé de bon sens. C'est vrai que quand on regarde les chiffres et la progression, évidemment que Jean-Luc Mélenchon semble être, en tout cas, le vote utile. Et puis la question de poste de sénateur, je vous assure qu'elle n'en a même pas discuté avec Jean-Luc Mélenchon. La preuve, c'est que Jean-Luc Mélenchon nous disait hier, suis bouche bée. Non, mais c'est très important parce que je crois qu'il y a une part compris, elle a des atomes crochus avec Jean-Luc Mélenchon. Mais elle a envie que la gauche gagne surtout. Et donc qu'Hidalgo aussi se retire. Elle lui dit de se retirer une nouvelle fois. Qu'est-ce qu'on peut faire à 2%? Non mais Patrick Roger, moi je vous pose la question. Qu'est-ce qu'on peut faire? On est dans ce champ de ruines. Alors je reprends l'expression. Aujourd'hui, Mélenchon a l'air d'être l'homme le plus riche du cimetière. Il y a un début, peut-être un début de commencement de lueur d'espoir autour de lui. Que va faire la gauche? Elle va faire quoi? Elle fait du vote utile, elle s'abstient, elle va chez Macron, ou elle fait du vote utile? Ségolène Royal, elle réagit en politique et en bon sens. Elle ne pouvait pas aller chez Yannick Jadot, puisque... Mais c'est pas qu'elle ne peut pas aller, elle ne va pas. Patrick, vraiment, vous faites semblant de pas comprendre. Elle va pas chez Jean-Luc Mélenchon, elle va pas intégrer le staff de Jean-Luc Mélenchon, elle s'en fout comme de l'an 40. Mais non, soyez, c'est pas Nicolas Bay. Il y a quelques jours, elle disait qu'elle pouvait apporter son soutien. Elle l'avait dit quand? Elle l'avait dit à haute voix. Elle l'a dit quand? Non, c'est un off qui a été rapporté chez machin, Pierre-Paul. Mais écoutez, je crois connaître mieux Ségolène Royal que vous. Donc c'est pas le souci. C'est pas quelqu'un qui va chez Jean-Luc Mélenchon. C'est pas Nicolas Bay qui va intégrer à l'évidence le staff d'Éric Zemmour. 0826 300. C'est pas le même niveau. 300 avec 300. Pierre qui nous appelle de Montèche. Bonjour Pierre. Bonjour Pierre. Oui, bonjour. Oui. Écoutez, moi je dis que Madame Ségolène Royal a raison de rejoindre M. Mélenchon, car c'est le seul du côté de la gauche qui est susceptible d'être au second tour. Parce que vous avez M. Jadot et puis tous les autres qui de toute façon qui ne dépasseront pas les 10%. Ouais. Pour moi c'est clair, quoi. S'ils arrivent à 5 même, oui. On a 5 ce sera bien. Mais voilà, moi je dis qu'elle a raison et qu'elle donne cet élan. Et beaucoup d'autres devraient le faire s'ils veulent du changement, parce qu'autrement nous aurons ou Madame Pécresse ou Madame Le Pen au second tour. Et alors à ce moment-là, il faudra faire un choix, mais enfin pour ma part, ce ne sera pas M. Macron, ou ce sera Madame Pécresse, si elle y est, ou ce sera Madame Le Pen, et si M. Là, il n'y a pas de discussion, ce sera M. Mélenchon. Oui. Vous pensez que Jean-Luc Mélenchon, c'est vrai, peut arriver au second tour, ou c'est ce que l'on dit déjà depuis quelques jours, que évidemment, comme ça se jouera entre 14 et 16%, que s'il monte, il peut se retrouver là et devant par exemple les trois autres à droite, quoi.
Oui, je pense qu'il peut être au second tour. Il faut qu'il compte. Ah, ça coupe de temps en temps. Je pense que tout le monde dit que M. Macron va être au second tour, mais vous savez, M. Macron, il n'a pas bonne presse. Hein. Plus ça va, et moins il a bonne presse. Alors, oui, mais c'est vrai, Pierre, mais Éric Revel, il est toujours quand même dans les intentions de vote assez haut. Il a son socle et ça ne flanche pas du tout, bien au contraire. Hein. Oui, bien sûr. Oui, il est toujours entre 24 et 26%. Bon, alors, les sondages se sont parfois trompés, bien sûr, sur les régionales. Ouais. Mais c'est le seul qui, pour l'instant, est qualifié pour le second tour. Ce que je note quand même sur le vote à gauche, cher Paul... Pierre-Paul, oui. Jacques, voilà. Cher Pierre, c'est que les gens de gauche, à un moment donné, vous l'avez dit, s'interrogeaient de savoir s'ils n'allaient pas voter Valérie Pécresse pour être certains de reconstruire la gauche, parce que si elle est élue, c'est sans doute la meilleure façon de reconstruire l'opposition républicaine gauche-droite. Là, bon, l'expression elle est malheureuse, François, je suis d'accord, mais les mouches ont changé d'âne. C'est-à-dire que la gauche nous explique maintenant que le vote utile, c'est Jean-Luc Mélenchon. Alors, personne n'a jamais dit que le vote utile c'était Pécresse, non, à gauche. Mais Jean-Luc Mélenchon, est-ce que si vous avez un second tour, Pécresse Mélenchon, je sais qui je voterai. Oui, vous voterez Mélenchon. Et je sais qu'est-ce que si vous avez un second tour Macron Mélenchon, d'ailleurs il va être testé forcément dans les sondages là. Il va être testé, on verra. Non, parce qu'il n'est pas troisième. Alors il y a quand même une sorte de déontologie chez les sondeurs. Oui, mais ils vont le faire. On verra s'il fait plus de 30% face à Emmanuel Macron. Alors voilà, ça c'est un vrai sujet. C'est-à-dire que notamment s'il fait plus que Zemmour qui est testé en ce moment sur un second tour. Après, je suis assez d'accord avec vous. C'est ça qui est passionnant à regarder. On va voir, parce que c'est quand même que le début du commencement d'un frémissement. Il y a la stratégie du trou de souris. C'est très difficile quand même d'accéder au second tour. Est-ce que le vote utile est une turbine super puissante qui peut même dépecer jusque dans les urnes? Parce qu'on dit oui, mais il y a Fabien Roussel. Mais vous savez, un électeur de gauche qui se décide dans les dernières 48 heures, il regarde, il dit ok, j'envoie. C'est comme ça que Mélenchon frise le second tour d'un mot en 2017. D'un mot aussi. Merci Pierre. Mais peut-être que vous avez d'ailleurs un avis à ce sujet. Pourquoi ça n'imprime pas chez Yannick Jadot, qui avait réussi quand même un bon score aux européennes, parce que il avait aux européennes c'est un très bon candidat des européennes pour des européennes, et ce n'est pas un bon candidat pour la présidentielle. Pourquoi? Parce que d'abord les Verts, à part Daniel Cohn-Bendit bien sûr, mais les Verts, ça ne correspond pas à la pensée, et je peux le regretter, à tout ce qui est la Ve République et tout ce qui est une présidentielle française, c'est-à-dire que ça va pas ensemble. Donc on peut avoir les Verts, leur élection, c'est toujours les européennes. On peut, en plus de ça, le petit bruit médiatique a vendu une illusion aux Verts en expliquant que la vague verte était là, alors que nous savons tous qu'elle n'a jamais été là. Oui, mais sauf qu'il n'y avait pas plus de vagues vertes que de beurre en barre. Il y avait trois villes qui émergeaient, mais tout le reste. Donc les Verts, Yannick Jadot, si vous voulez, pour le moment, ce que les Verts portent dans l'imaginaire français, on peut le regretter avec les embardés d'un ou deux grands ou trois grands élus. Eh bien, ce qu'ils portent a beaucoup de mal, si vous voulez, à s'adapter avec ce qu'est la présidentielle solennelle, la rencontre d'un homme et d'un pays, de l'histoire de la Cinquième. Voilà, pour le moment. Surtout, les Verts et Jadot peuvent pas élargir leur score électoral parce que les Verts sont très à gauche. En fait, si Yannick Jadot représentait une écologie large, de droite, du centre et de la gauche, faire un peu, mais dès l'instant où vous arrivez sur le terrain de jeu qui est déjà où il y a beaucoup de gens qui sont en train de piétiner le sol, Hidalgo, machin, truc bidule. Si vous êtes dans ce corner-là, il ne faut pas vous étonner de faire 4,5. Il aurait peut-être dû élargir son. Mais non, évidemment, si. C'est pas que ça. C'est vraiment une personne de personne. Peut-être. Et c'est une question de. Mais en termes de stratégie, s'il n'incarne que l'écologie de gauche ou de très à gauche, il ne faut pas qu'il s'étonne de faire pas plus de 4,5 ou de 5. Bien sûr. Ça me paraît évident. Je pense que c'est lié aussi à la personnalité de Yannick Jadot. C'est lié aussi, vous savez, c'est très difficile d'incarner quelque chose. Là, on distribue les bons et les mauvais points aux candidats depuis des années, mais c'est d'une difficulté absolue d'arriver à incarner dans l'imaginaire des gens. Mélenchon, troisième campagne. Des grands élus verts, pardonnez-moi. Mais Mélenchon, troisième campagne, il
fait partie des meubles de l'histoire de ce pays. Marine Le Pen, d'une certaine manière, 3e campagne aussi. Emmanuel Macron, président sortant. Donc voilà. Mais combien d'années, d'efforts, de nuits, de jours de travail pour arriver à être dans l'esprit des gens. J'ai un copain qui a fait un test, un copain journaliste qui a été en province et qui avait 5 photos de candidats, 10 photos de candidats. Est-ce que vous les reconnaissez? C'est absolument dingue. Nous, on est tout le temps en train de parler, de dire Zemmour, à peine reconnu. Jean-Luc Mélenchon, Françoise Hollande, c'est le plus reconnu. Non, Marine Le Pen, incroyable. Jean-Luc Mélenchon, incroyable. Emmanuel Macron, incroyable. Donc, comment on arrive à percer le mur, si vous voulez, pour percoler le pays profond? Parce que nous, on pense que le pays profond, il est au courant, mais pas du tout. Comment on percule? C'est très difficile. Voilà. Bon, merci. Si vous sentez du pays profond ou d'ailleurs, vous nous appelez 0826 300 300. Vous pouvez toujours réagir, évidemment, sur Sud Radio. Tout le monde a la parole. Bien sûr, vous le savez. On va parler dans un instant du plan zéro SDF. Vous vous souvenez? Jospin. Jospin et Emmanuel Macron avait dit aussi qu'il ne voulait plus voir sous son quinquennat de personnes dormant dans les rues, etc. Aujourd'hui, on en est à 200 à 300 000 sans-abri en France. Pourquoi? Et pourtant, dans le même temps, on a construit, il y a de plus en plus de logements. Qu'est-ce qui se passe? On va en parler dans un instant avec notre invité. Si vous avez une idée sur la question, vous nous appelez aussi. Est-ce que vous pensez que c'est politiquement jouable ou simplement naïf? Vous nous appelez 0826 300 300. On vous attend au standard, à tout de suite.